Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle interview TDAH que vous allez retrouver donc sur la chaîne YouTube. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de justement pouvoir interviewer Maëva Roulin, donc, qui est ici avec nous. Donc, bonjour Maëva. Hello. Et donc on va passer un petit moment ensemble au travers des différentes questions de cette interview. Et donc, je pense que sans plus tarder, on va directement te laisser la parole pour te laisser te présenter. Ok. Alors, donc, je suis bien Maëva Roulin, c'est moi. Psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie. J'ai fait mes études à l'université de Savoie-Mont-Blanc en 2013-2014, j'ai eu mon master. Et puis ensuite, j'ai enchaîné sur des diplômes universitaires, TCC Addicto, TSA et actuellement TDAH. Et j'ai rapidement, en quelques années, bifurqué vers une pratique centrée sur les troubles du neurodéveloppement, mais spécifique pour l'adulte et notamment leur diagnostic. Et actuellement, cet aspect de diagnostic et de différentiel dans ma pratique en libéral, c'est devenu une passion. Ok. Alors, je suis pas sans ignorer que tu fais peut-être quelque chose d'autre qui est juste là. Donc, est-ce que tu peux éventuellement nous parler rapidement de Genepsi? Ouais, Genepsi, en fait, c'est le nom qui me permet de désigner le cabinet de neuropsychologie que j'ai ouvert au début des années 2000. Et maintenant, ça qualifie aussi le centre de formation qu'on a créé dans les années 2015 et qui permet de former des psychologues par des psychologues aux troubles du neurodéveloppement tout au long de la vie. Et ça fait maintenant 2 ans, toi, Seb, que tu nous as rejoints dans cette aventure de Genepsi. Et tous les deux, on a co-créé le Genepsi Lab, qui est une plateforme de formation pour psychologues et étudiants en psychologie qui souhaitent se former sur les troubles du neurodéveloppement à tous les âges de la vie. C'est une plateforme qui est assez inédite parce que du coup, elle n'existait pas sous cette forme sur Internet. Elle est évolutive, elle est dynamique, elle est vraiment accessible et tous les deux, avec les autres formateurs, on est à l'écoute des personnes qui sont dans le lab et on fait régulièrement avec eux des conférences et des actions pour les aider à progresser toujours encore plus. Oui, tout à fait. Donc, je vous mettrai d'ailleurs le lien vers le lab ici en dessous. Comme ça, vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble d'ailleurs, ces formations en ligne qu'on a vraiment eu à cœur de créer justement pour la formation des psychologues. Ok, super. Alors, j'ai évidemment plein de questions à te poser. Ça, tu t'en doutes. Et je propose de commencer justement, tu nous as rapidement expliqué que tu t'étais intéressé justement aux troubles du neurodéveloppement, que tu as développé ta pratique vraiment spécifiquement là-dedans, mais au final, comment t'en es arrivé à t'intéresser spécifiquement au TDAH? Il peut être cash ou pas? Bien sûr, c'est l'objectif. Hein. C'est parce que je n'apprécie pas la pratique avec les enfants et les ados. Donc, en fait, j'ai fait un stage au CESA, au Centre d'évaluation savoyard de l'autisme, donc c'est le CRA de Savoie. Et j'ai vraiment adoré suivre la neuropsychologue qui m'a pris en stage. J'ai adoré la façon dont on pratiquait, ce qu'il fallait faire, la réflexion et toujours cette histoire de diagnostic différentiel. Sauf que les patients qu'elle avait, donc des enfants, c'était pas possible pour moi. Juste pas possible. Donc, j'ai continué mon stage. Et le stage d'après, je l'ai fait en psychiatrie adulte, en France toujours, dans des centres experts. Et là, j'ai vraiment apprécié le contact avec les adultes en tant que patient. Et au fil du temps, comme ça, en étudiant la psychiatrie pour contribuer au diagnostic en psychiatrie, je suis rapidement venue à me demander, avec ce que j'ai pu entendre, la littérature, etc., qu'est-ce qu'on fait de ces enfants qui ont un diagnostic de TND, TDAH, autisme, Tourette, etc. Qu'est-ce que ça fait à l'âge adulte? Et finalement, c'est en commençant à me poser ces questions et en voyant, en démarrant mon activité libérale et en voyant ces adultes qui venaient et qui semblaient avoir des signes de l'autisme, des trucs que j'avais déjà vus en CRA, je fais, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Moi, je pensais que j'allais arriver avec que des personnes avec schizophrénie, avec dépression, avec anxiété, et puis voilà, c'était plié, ou alors des troubles acquis. Voilà, et non, pas du tout. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, où je me suis intéressée au TND à l'âge adulte, et j'ai remarqué qu'il y avait en fait très peu de choses. Et alors là, du coup, ça a été le début d'une passion. J'ai commencé vraiment à chercher à me former, donc au travers du DU justement de Chambéry, l'Université de Savoie, sur le DU autisme tout au long de la vie, pour commencer vraiment à avoir des bases solides avec tout un tas de lectures
les Springer notamment, pour ne pas les citer, Seb, on se rappelle de la facture, on n'en parle pas, mais... On parle beaucoup. Mais... Et puis là, actuellement avec les DU-TDAH, mais aussi avec la supervision qui me permet vraiment de toujours progresser sur cette question du diagnostic à l'âge adulte et pour finalement commencer à faire des formations dessus et en créant ces formations, en formant les personnes et en répondant à leurs questions ou pas, parce que je ne sais pas tout, hein, parfois je réponds que je ne sais pas, ça a vraiment contribué énormément à ma propre formation et à continuer à augmenter ces compétences-là sur le diagnostic de l'adulte. Alors, c'est super intéressant parce que je pense que la plupart des professionnels qui s'intéressent au TDAH se sont intéressés au TDAH, moi le premier, justement au travers des enfants. Voilà, c'est particulier de se dire, moi ce parcours-là, je l'ai fait un peu dans le sens inverse, en étant très adulte au départ et petit à petit de me dire, en fait, chez l'enfant, c'est quoi exactement un trouble de l'attention? Et ce qui est intéressant justement aujourd'hui, et tu me dis si je me trompe vraiment, c'est que au final, le TDAH chez l'adulte, c'est un petit peu encore mystique, quoi. C'est-à-dire que dans certains pays, hein, comme pour ne pas citer la France, beaucoup de personnes pensent que le TDAH s'arrête à l'âge adulte. Donc c'est un peu ça. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir ta façon d'aborder les choses par rapport à ça. Bah, après, moi, je me suis demandé si ça s'arrêtait genre à 18 ans, tac, c'est fini, on est tranquille, vis ta vie, tu vois. Et effectivement, et à l'appui d'études solides, on voit très bien que dans la plupart des cas, eh ben, ça continue. Alors, les emmerdes changent, voilà, c'est plus les mêmes, mais ça reste bien, bien problématique pour la grande majorité des personnes qui ont eu un diagnostic. Et pour celles qui n'ont pas eu de diagnostic, bon, si tu veux, on pourra évoquer les raisons. Je pourrais lire mon livre. Bim, placement de produit. Non, je rigole. Il n'est pas encore sorti, hein, c'est ça qui est beau. Le mieux, c'est que tu vas publier la vidéo telle qu'elle. Hein. Tu fais pas de coupe, c'est ça? Ah oui, oui, clairement. Non, mais en tout cas, il y a des adultes. Ce qui est hyper excitant chez l'adulte, c'est que il y a la plupart des adultes que, en tout cas, moi, je reçois dans ma pratique libérale, c'est qu'ils n'ont jamais été diagnostiqués. Par contre, ils présentent un handicap fonctionnel depuis l'enfance ou depuis l'âge adulte avec lequel ils vivent et ils ont vécu toute leur vie et ils arrivent sur sur un premier diagnostic, en fait. On est sur des diagnostics tardifs. C'est hyper touchant de voir des adultes. Et quand je dis des adultes, ce n'est pas 20, 30 ans. Hein. Là, la personne la plus âgée qu'on a diagnostiquée en 2020, c'est 70 ans. 70 ans, un diagnostic d'autisme typique, hein, pas quelque chose de discret, typique et handicapant au possible à 70 ans. Enfin, je trouve ça tellement horrible de voir la souffrance de personnes qui n'ont jamais reçu de diagnostic dans l'enfance. Bon, là encore, on pourra en parler pour des questions notamment de formation des professionnels de la petite enfance, mais aussi parce qu'il y a des personnes qui vont avoir des compétences intellectuelles dans la norme ou supérieures qui vont leur permettre de camoufler, de compenser et du coup qui seront détectées plus tard, justement jamais, du coup de ne pas avoir de diagnostic et d'être quand même dans le mal-être. Et voilà, je trouve que c'est très dommage de laisser des personnes sans diagnostic encore à l'âge adulte alors qu'il y a des choses qu'on peut faire pour les aider à être mieux dans leur qualité de vie. Ok. Alors, c'est intéressant et je vais même me permettre de changer un petit peu le format de l'interview en live, comme ça au moins c'est fait, mais peut-être effectivement de s'intéresser plus à l'aspect troubles neurodéveloppementaux dans le sens large, bien plus que de se focaliser sur le TDAH. Okay. C'est vrai que dans ce cadre-ci, ça va être intéressant justement d'avoir ton expertise sur l'ensemble des TND et pas uniquement sur le TDAH. Donc, on va juste rappeler effectivement que le TDAH, c'est un trouble neurodéveloppemental. Il va faire partie de cette catégorie-là, mais au même titre que la déficience intellectuelle, que le trouble du spectre de l'autisme, que les troubles de la coordination, les troubles spécifiques de l'apprentissage. Je pense que j'en ai... La déficience intellectuelle. Ouais, ça, je l'ai dit. Le langage, mais le langage, on n'en parlera pas. Effectivement, les troubles de communication. On est vraiment dans cette sphère des troubles neurodéveloppementaux et donc de s'intéresser et de profiter que tu sois là pour plus parler de troubles neurodéveloppementaux au sens large. Comme ça, on va pouvoir aider aussi peut-être au travers de cette interview d'autres personnes qui se posent des questions sur des diagnostics peut-être autres que simplement le TDAH. Donc comme tu l'as dit, on va revenir d'ailleurs sur cette question, sur ce placement de produit indirect qui est la rédaction de ton livre. Donc, tu es en train de finir justement la rédaction d'un livre. Je sais que c'est stressant, là, tu es au bout de ta vie, mais autour justement des troubles neurodéveloppementaux à l'âge adulte. Et donc, en rédigeant cet ouvrage,
c'est quoi ta plus grande découverte, la plus grande, vraiment l'article, l'étude, la chose où tu t'es dit, ces 10 dernières années, on a fait un bond, on a découvert un truc sur ces 10 dernières années. En sachant Alors, que d'autres collègues m'ont dit que, par exemple, pour le TDAH, pour les 10 dernières années, il n'y a rien. Tu vois, il n'y a pas eu ok, de percée, il n'y a rien spécial. ok. Autour des Alors, je vais répondre en plusieurs points. Alors, pour ce qui concerne le TDAH, moi, l'étude, alors, qui pour moi a été ultra intéressante, c'est celle de Shaw en 2013. Je ne sais pas si ça se prononce bien, hein, mais bon, tu pourras les clés si tu veux. Ah, je mettrai la référence dans la vidéo. Nickel, nickel. Qui met en évidence en fait une évolution au niveau cérébral sur les imageries des personnes qui ont eu un diagnostic de TDAH dans l'enfance et qui ont toujours un diagnostic qui n'ont plus de diagnostic de TDAH à l'âge adulte. Et on voit quelque chose qui change au niveau fonctionnel, au niveau du lobe frontal préfrontal. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir que, entre guillemets, je vais bien des guillemets, le TDAH pourrait disparaître chez certaines personnes au passage à l'âge adulte. Donc, je trouve que c'était hyper intéressant. Après, dans le cadre de l'écriture de mon bouquin, les trucs que j'ai trouvé, enfin les études que j'ai trouvées hyper intéressantes, ça va être surtout celles, notamment sur l'autisme et tout ce qui concerne les études sur l'autisme au féminin. Donc je sais qu'on en parle beaucoup, que ça peut faire parfois le truc à la mode, mais pas du tout. Je m'en étais pas forcément rendu compte, mais là j'ai fait une petite revue de littérature et il y a plusieurs papiers qui commencent à montrer des choses ultra intéressantes, comme sur les questions de phénotype par exemple, avec un phénotype spécifique pour les femmes avec autisme, mais aussi des choses en lien avec la sexualité des femmes avec autisme et sur des questions, par exemple, de dysphorie de genre ou sur les diagnostics, vous savez, notamment celui qui peut être controversé par rapport au DSM, de troubles prémenstruels. Et donc, il y a des petites choses comme ça dans les articles récents qui sont vraiment très intéressantes. Et ça me donne envie de creuser. Ok, super. Euh, je vais revenir sur cet aspect effectivement développemental, TDAH, et cette idée que le diagnostic soit retiré à un moment donné, donc ils ont un diagnostic jeune et qu'ils ne sont plus, entre guillemets, TDAH. Importance, à mon avis, de rappeler effectivement que dans le DSM, il existe la catégorie de TDAH en rémission. D'accord. Donc effectivement, on peut sortir de la catégorie TDAH à l'âge adulte du fait l'impact fonctionnel. Enfin, oui, de l'impact fonctionnel effectivement qui diminue, mais aussi du nombre de symptômes qui a plutôt tendance à diminuer simplement. Ça peut, c'est un petit peu ça l'idée. C'est que le retentissement peut être moins fort, le nombre de symptômes peut être moins fort, mais a priori, dans le cadre des troubles neurodéveloppementaux, et je sais que tu seras d'accord avec ça, c'est on va naître TDAH, on va mourir TDAH. Par contre, effectivement, l'impact qu'il va avoir sur notre quotidien va fluctuer dans le temps. Ça, je pense effectivement que c'est une découverte qui est assez importante à avoir en tête dans notre compréhension de ce trouble en particulier, c'est le fait qu'il fluctue dans le temps lui-même. Et donc de catégoriser un patient et de dire, toi, tu es TDAH hyperactif aujourd'hui, mais oui, aujourd'hui peut-être, mais dans le temps, ça risque de varier, et c'est important par rapport à ça. C'est pour ça que le DSM, d'ailleurs, est changé et parle plutôt de présentation, à un moment donné, vraiment avec des prédominances, plutôt de symptômes à certains moments. Il y a plus que des catégories de TDAH. C'est intéressant cette question chez les justement autisme et femmes, parce qu'à mon avis, ça se pose la question dans le TDAH en fait. Ah ouais, ok. Il n'y a pas de particularité en fait du TDAH, la manifestation, est-ce qu'elles sont différentes? C'est une question que je me pose. Parce qu'on se pose la question par exemple des prédominances qui sont souvent plus des prédominances inattentives chez les filles avec un TDAH. Mais, sachant qu'on en rate beaucoup. Ouais. Alors, pour avoir là creusé du coup des Springer à fond, donc une édition de bouquins que vous pourrez trouver sur Internet, hein, et qui en fait, ce sont des bouquins qui regroupent des revues de littérature sur des thèmes précis, par exemple le diagnostic du TDAH chez l'adulte, les comportements chez l'enfant, il y a tout un tas de thèmes excellents, le diagnostic de l'adulte pour l'autisme, la psychiatrie de l'autisme, etc. C'est excellent. Et justement, en lisant tous ces bouquins-là, ça m'a pas sauté aux yeux qu'il y avait des chapitres consacrés au phénotype dans le TDAH. Effectivement. Alors après, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, hein, mais ça veut dire que les études jusqu'à 2018, même 2020, ils vont loin. C'est pas... ça laisse en suspens comme ça, tu vois, certaines choses. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, donc, comme tu as pu creuser cette littérature à un moment donné,
si aujourd'hui tu as un étudiant, un chercheur devant toi qui doit se lancer vraiment dans une recherche sur les TND chez l'adulte, tu l'envoies sur quelle piste, objectivement? Ah, je lui dis bon courage. Allez, bonne chance, mon gars. Allez, à bientôt. La recherche, c'est la recherche, quoi. C'est compliqué. Il faut toujours maîtriser un certain nombre de facteurs. C'est compliqué. Enfin, c'est peut-être l'orienter vers essayer de répliquer certaines études qui ont montré des jolies choses et qu'il faudrait aller plus loin. Ce serait peut-être plus là-dessus. Mais si je voulais, alors, je vais prendre la question dans l'autre sens, si tu me permets de reformuler, si je voulais qu'il cherche quelque chose en particulier, moi j'aimerais vraiment savoir si on avait une baguette magique, est-ce qu'il y a un spectre des TND? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a un spectre, j'allais dire un gros mot, un nanan de spectre des TND pour savoir en fait les overlaps, les chevauchements, etc. Comment ça se passe l'histoire? Alors, bien que c'est trop complexe et que le cerveau, bref, ça m'intéresse énormément de comprendre. Qu'est-ce qu'il y a dessous, ces différentiels, ces croisements de symptômes, ces comorbidités. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Et avoir des éléments complémentaires, ça serait trop cool. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des... alors, je ne suis pas spécialiste de la question, loin de là, mais j'avais lu un petit peu sur le sujet, sur le fait que les classifications aujourd'hui en psychiatrie atteignent leurs limites, puisque c'est des catégorisations pures et dures, hein, donc vraiment, qu'on a des recherches, en tout cas, qui essayent justement de passer sur un spectre du fonctionnement cognitif, et notamment avec justement, ce n'est pas des catégorisations, c'est vraiment ce travail par domaine. Ouais. Donc des recherches qu'on appelle le RDoC, qui est une nouvelle façon d'aborder la psychiatrie. Je mettrai le lien aussi par rapport à ça. Et cette idée justement de croisement, des overlaps, comme tu dis, des mécanismes cérébraux en commun dans les TND, et notamment basé justement sur les recherches typiquement en neurosciences, et de pouvoir essayer, au lieu d'avoir des espèces de catégories comme ça, des cases, d'essayer de voir ça de manière plus uniforme et de se dire à un moment donné, effectivement, c'est pas pour rien qu'on parle beaucoup de comorbidité dans les TND, parce qu'en fait, il y a des mécanismes en commun de ces différents. Clairement. Ça, il faudra que j'aille regarder parce que pour le coup, je ne savais pas. Et ça m'étonne que tu ne m'en aies pas parlé d'ailleurs. Comment cela se fait? Mais ouais, j'irai regarder. De toute façon, est-ce qu'on va arriver un jour à se dire, ok, le gars souffre d'un TND et ensuite le psychologue, et là il sera encore plus, je trouve, dans son rôle de psychologue ou de neuropsychologue, de décrire un petit peu le profil et les particularités, plus au niveau comportement, mais le diagnostic, ça sera TND, et par exemple, pour avoir des aides, parce que c'est ça aussi qui est important, hein, l'étiquette en soi, mais pour avoir des aides, ça serait TND, et ensuite on spécifie le profil, et j'ai vu dans une étude en Australie, ils font pas, alors je sais pas comment c'est en Belgique, mais en France, tu as à peu près le même budget qui est attribué à chaque personne qui a un trouble, un handicap. D'accord? Donc tant d'euros pour machin. Là. En Australie, ils rajoutent des sous en fonction des symptômes. Okay. Alors je dis pas que c'est la meilleure solution, je dis pas qu'il faut, voilà, mais c'est très intéressant. Ouais. Donc en fonction du symptôme et de l'intensité du symptôme, ils te rajoutent des financements pour avoir plus d'encadrement. Mais après, pour revenir sur ce que tu disais, il y a un exemple qui peut illustrer vraiment très bien ce que tu disais, c'est le syndrome de Tourette. Le syndrome de Tourette, il est comorbide avec tout ce qui existe et il est présent dans énormément de choses. Il est là tout le temps avec ce soleil des comorbidités qu'on voit fréquemment en formation. Et les prévalences sont juste incroyables avec les TND et la psychiatrie. Voilà. L'éthique, quoi. L'éthique. Et par contre, je pense qu'il ne faut pas tout mettre dans le même panier parce que le différentiel entre stéréotypie, entre tic, entre comportement défi, tout ça, il faut vraiment faire l'analyse fonctionnelle pour comprendre ce qu'il y a derrière le comportement. Et ça, il faut que ça reste hyper au premier plan, ce qui n'est pas toujours le cas. Ouais. D'ailleurs, la question effectivement autour de cet aspect de spectre du fonctionnement, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont sur la question. Mais comme tu le disais, c'est tellement complexe. Aujourd'hui, ils ont du mal en fait à pouvoir, pas à publier parce qu'il y a vraiment des études très intéressantes sur ça, mais à mettre assez d'arguments en faveur de ben si, c'est ça, et pourquoi on devrait le faire comme ça, surtout qu'est-ce que ça va changer derrière en termes de prise en charge.
Et ça, aujourd'hui, ça bloque un petit peu par rapport aux données qui sont présentes. Ouais, c'est pas faux. Cette balance entre l'avantage et l'inconvénient a un petit peu tout chamboulé. Et qu'est-ce que ça va changer vraiment pour les gens, pour les personnes? Parce qu'au final, c'est ça, hein, c'est ça qui est important, c'est les personnes derrière. Qu'est-ce qu'on fait avec ce diagnostic? Qu'est-ce qu'on fait juste après? Quand on est en cabinet ou même à l'hôpital, je suppose, ils repartent. Mais qu'est-ce qu'on leur a dit? Qu'est-ce que ça a changé? Comment on a présenté les choses? Ça, il y a des études qui montrent que la façon dont on mène le processus diagnostique, ça va avoir un impact sur la qualité de vie de la personne. Il y a des papiers qui mettent bien en évidence qu'il y a des moments où le diagnostic, et donc c'est appuyé scientifiquement, c'est pas juste notre clinique, oui, on va se le dire, mais qu'à un certain moment, le diagnostic, il y a certains facteurs qui font le diagnostic. C'est pas le bon moment pour le poser. C'est ça. Donc, avec tous ces éléments-là, je pense qu'il y a ça à prendre en compte et aussi la question de l'accompagnement. Qu'est-ce qu'on fait? Et je pense qu'au niveau de l'accompagnement, de ce que je vois en France, peut-être que je ne suis pas dans les bons groupes, hein, mais moi, je trouve ça compliqué. Ouais, c'est clair. Voilà, j'ai employé ce mot-là, compliqué. Mais... On voit régulièrement des professionnels qui demandent: j'ai un patient avec un diagnostic de TDAH, enfant ou adulte, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Là, alors, hier soir, ou il y a 2-3 jours, je suis allée sur Facebook et j'ai essayé de m'inscrire dans des groupes de chirurgiens. Tu vois, des gars qui sauvent des vies, tu vois, mais en mode, voilà, physiologiquement. Pour voir s'il y avait les mêmes genres de questions. Genre, bonjour, je suis chirurgien orthopédiste, j'ai un gars, il a une jambe cassée en 3 morceaux, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Voilà. Pour voir un petit peu, c'était spécifique aux psychologues où c'était globalement le cas. On demandait fréquemment l'avis des autres, comme ça, sur un réseau social comme Facebook, sur que faire par rapport à un diagnostic. Bon, ils ne m'ont pas accepté dans les groupes, mais je reste curieuse, je vais essayer de m'infiltrer encore. Parce que, à la fois, je trouve que c'est très bien cette démarche de demander, mais je pense que pour ça, il y a la supervision et que c'est encore trop peu démocratisé. Mais à la fois, c'est très bien de demander, mais en même temps, il y a certaines questions, ça fait flipper. Je suis désolée. Je suis désolée. J'espère que ça ne va pas impacter la chaîne ce que je dis, mais je trouve que ça fait flipper. Aucun problème avec ça. Je suis tout à fait d'accord sur ce principe-là. Il y a des questions où on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant la formation? Vraiment ça. Donc, ouais, ça c'est clair que... et justement, pour rebondir sur cet aspect d'accompagnement, j'ai une question justement autour du regard porté sur les troubles neurodéveloppementaux ces dernières années. Est-ce que tu penses quand même qu'il n'y a pas un lien entre les deux? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré tout, on voit quand même de plus en plus de choses apparaître autour des TND, des prises en charge. Clairement, je pense que c'est un des domaines, alors c'est peut-être ma vision qui est biaisée d'ailleurs par rapport à ça, mais c'est un des domaines où j'ai l'impression qu'il y a le plus de prises en charge possibles et inimaginables. Je ne dis pas qu'elles sont de qualité, hein, d'accord? Juste qu'on a un éventail d'interventions qui est possible, qui ne sont pas toujours argumentées d'ailleurs. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est plutôt en lien avec le regard qui est porté sur les TND ces dernières années? Moi, je pense... Ouais, vas-y. Fini. Est-ce qu'il a évolué, ce regard, aujourd'hui? Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de réponse. Et sans taper du... Je ne sais pas comment on dit, taper du sucre sur le dos. Je pense que les professionnels, tout confondu, ont une grande responsabilité dans ce qui se passe. Au moins en partie, cette fameuse formule pour dire que ce n'est pas toute leur faute, de notre faute, mais quand même beaucoup. C'est-à-dire que c'est l'information, la clé, c'est l'information. Et aujourd'hui, si les personnes qui viennent d'avoir un diagnostic ou qui ont un diagnostic ou qui ne veulent pas se faire diagnostiquer, c'est en partie à cause de la stigmatisation qui existe réellement et qui est démontrée dans les papiers avec des chiffres à l'appui, quoi. Donc ça, déjà, ça craint. L'information, ce qui doit la donner, ce sont les professionnels et aussi des personnes qui vont avoir un diagnostic, qui sont devenus experts de leur situation et qui vont pouvoir entendre, alors on peut appeler ça de plusieurs termes, hein, en général c'est patients experts qu'on retrouve fréquemment, qui vont pouvoir expliquer les troubles, qui vont pouvoir donner de l'information. Ça, c'est notre boulot et celui de certains patients experts. Les médias vont avoir un grand rôle là-dedans, et malheureusement, les médias vont contribuer parfois, d'une certaine mesure, à véhiculer des informations qui sont erronées, à véhiculer directement des neuromythes. Le plus gros là, que moi j'ai vu, c'est le truc de la dyslexie, quoi. Enfin là, faut arrêter. Enfin, à un moment donné, voyons, tu vois,
l'information, c'est la clé. Et c'est ça qui va résoudre, je pense, beaucoup de problématiques liées à le non-diagnostic, l'absence de diagnostic, les diagnostics erronés, les diagnostics tardifs, au moins en partie. C'est de l'information. Et donc, pour une information de qualité, le professionnel doit être formé de manière qualitative. Tu vois, il doit bien être formé pour pouvoir dire les bonnes informations. Exemple, TDAH, la question du traitement. Tu vas en parler bien mieux que moi, donc je ne vais pas aller dans les détails. Mais la question du traitement, il y a plein de familles qui vont refuser le traitement, mais ça, c'est OK, c'est pas un problème. Mais pour les mauvaises raisons. Et ça, c'est inadmissible. Ouais. De la part du professionnel. Figure-toi qu'hier, pas plus tard qu'hier, on a un collègue qui est intervenu sur les réseaux sociaux pour dire justement que c'est quand même très particulier, ces médecins qui étaient pro-traitement et ainsi de suite, que c'était inadmissible et qu'ils n'avaient manifestement pas la même réalité parce que lui, il a 90% de parents qui refusent la médication. Et en fait, aujourd'hui, je me pose la question de savoir, est-ce que lui explique en fait cette médication? C'est-à-dire que si 90% des parents aujourd'hui refusent la médication, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas l'information. Et donc, lui a un rôle à jouer dans ce cadre-là, et manifestement, il ne le fait pas. Et ça, c'est vrai que c'est un peu dommageable aujourd'hui de se rendre compte de ça, c'est que de se dire, voilà, on va pas expliquer au final aux parents, et après on se dit, mais non, de toute façon, ils sont contre. Parce qu'ils ne font pas de choix éclairé, en fait. C'est un terme que j'utilise énormément, c'est le choix éclairé des parents, des patients, c'est de dire que quand on vous a expliqué l'information, quand on vous a donné la bonne information, l'information complète, en tant que patient ou en tant que parent de patient, vous faites un choix. Personne ne peut vous le reprocher, mais au moins vous avez l'information et vous savez pourquoi vous faites ce choix-là. Ça, aujourd'hui, ça manque et en fait, on a tendance à déléguer ça à chaque fois aux autres personnes. C'est-à-dire, typiquement, les psychologues vont faire « oui, mais c'est le médecin à le faire ». Si vous ne le faites pas, prenez un petit peu ce relais-là, sauf que vous n'avez peut-être pas forcément l'information. Et si vous n'avez pas l'information, soit vous vous renseignez, soit vous trouvez quelqu'un qui est capable de donner cette information. Mais vous ne laissez pas les gens dans le vide. Ça, pour moi, c'est vrai que c'est important. Et même, je suis complètement d'accord. Et en plus, au-delà de ça, il y a une autre difficulté pour les professionnels qui vont être en position où ils devraient maintenant expliquer, par exemple, le traitement ou expliquer le trouble ou la démarche à faire. C'est pas juste expliquer, c'est qu'il y a un positionnement en tant que psychologue pour le faire. Pour moi, étant donné que la personne elle vient de recevoir un diagnostic et qu'elle va être en ambivalence, il va falloir utiliser l'entretien motivationnel. Et l'entretien motivationnel, c'est pas quelque chose qui est généralisé dans la formation des psychologues. Quand une personne est en ambivalence, on lui dit pas il faut faire ça, il faut faire ça. On ne dit pas aux parents faites ça pour votre gamin. Non. On va présenter les choses en entretien motivationnel pour, comme tu dis, qu'ils soient informés. On ne cherche pas à convaincre, mais jamais. Par contre, on dit vous avez ça, ça marche comme ça, vous avez des questions. Ah bah vous voyez effectivement. Et le fait de ne pas chercher à convaincre, d'être détaché de cet aspect de il faudrait qu'il fasse ça quand même, moi je sais que c'est ce qui est bon pour lui, si on est dans cet état d'esprit, je pense que probablement que c'est foutu d'avance. Donc dans la formation des professionnels, il y a l'aspect d'avoir les bonnes infos, de les retransmettre et de les transmettre de façon motivationnelle. Et non pas moi je sais que. Et non, attends, ça fait 40 ans, 20 ans, c'est leur gamin, et lui, ça fait 50 ans qu'il se connaît. Enfin, qui es-tu? Tu as fait un gros bilan, tu l'as vu 7 heures, mais qui es-tu pour dire... Enfin, voilà. Ouais. C'est vrai que ce regard, justement, hein, pour revenir à ça, ce regard porté sur les troubles neurodéveloppementaux, il est particulier dans le sens où, en discutant d'ailleurs, que je me rends compte peut-être de ça, c'est que, effectivement, les médias ont un grand rôle, et en fait, en tant que professionnel, on a toujours tendance à dire oui, mais vous savez, les médias, c'est pas bon pour les parents. Enfin, c'est pas bon pour les parents ou les patients parce qu'ils abordent ça de manière très brutale et voilà. Et en même temps, c'est en parlant avec toi, je me dis, c'est peut-être pas bon non plus pour les professionnels qui, sans forcément rentrer dans des formations approfondies dans le domaine, pensent être justement des experts de ce domaine et donc s'autorisent effectivement à dire si moi je sais, je suis expert, c'est comme ça qu'il faut faire. Et ça, effectivement, ça risque d'être problématique. Donc, ouais, je trouve qu'au travers de ce que les médias, quand ils disent des trucs pas trop déconnants, au travers de ce que les médias transmettent, c'est qu'on ne voit pas la complexité de l'histoire.
Et eux, quand ils retransmettent certains médias, quand ils retransmettent l'information, on ne se rend pas compte que c'est plus compliqué que ça, quoi. Enfin, et du coup, la personne tout venant, qui n'a pas forcément les connaissances, mais qui fait l'effort de se renseigner et de lire quelque chose, il va avoir une vision de l'éléphant. Mais l'éléphant, il est très, très gros. Peut-être qu'il va avoir que la trompe. Et ça, c'est très, très dommage et dommageable. Belle métaphore. Ok. Dans cette évolution, justement, est-ce que tu penses qu'il y a encore un ou des mythes qui sont vraiment extrêmement préjudiciables pour les troubles neurodéveloppementaux? Alors, sur l'autisme, il y en a un certain nombre. Hein. Il y a par exemple celui que les personnes avec autisme et qui n'ont pas de déficience intellectuelle, tout va bien, par exemple. Celui que les personnes avec autisme sont incapables d'avoir de l'empathie ou des relations sociales, c'est complètement faux, on va dire un autre mot. Ah oui, alors après, il y a tous ces mythes-là, mais qui concernent l'ensemble des TND. Et celui-là, il m'agace particulièrement. Comment le formuler? C'est celui qui va dire, enfin, c'est le mythe qui va dire que, ok, les TND, c'est un fonctionnement particulier du cerveau. Le cerveau fonctionne différemment. Jusque-là, ok, il fonctionne différemment. Par contre, de dire que le fait d'avoir un TND, par exemple un TDAH, est une force, alors ça ne va pas. Pour moi ça, c'est un truc qui m'agace. Ou en tout cas, si on en reste là, ça m'agace fortement. Est-ce que vous voyez dire à votre sœur qui a un cancer, t'inquiète pas, avoir un cancer, c'est une force. Grâce au cancer, tu vas mieux t'en sortir dans la vie. Ben non, enfin, grâce à ton alcoolisme, tu vas en faire une force et tu vas mieux t'en sortir dans la vie. On ne dirait pas ça. Mais pourquoi on le dit pour les TND? Je pense que quand on parle de force associée à un trouble, c'est-à-dire quelque chose qui entraîne un handicap au quotidien et qui empêche de vivre quand tout le monde et d'atteindre ses objectifs de vie, quand on parle d'un trouble et des aspects positifs qu'on peut en ressortir, je pense qu'il faut être vraiment, vraiment plus précis dans ce qu'on dit. Et qu'on ne peut pas juste simplement dire « Vas-y, tu as un TDAH, c'est une force, t'inquiète, ça va bien rouler pour toi. Grâce au TDAH, tu vas… » Non, malgré le TDAH, malgré l'autisme, malgré la dépression, malgré la schizophrénie, oui, on peut s'en sortir, on peut faire des trucs qui vont tendre vers nos objectifs, mais pas grâce. Et de grâce, je pense qu'il faut être vraiment plus précis quand on va parler des choses positives qu'on peut retirer d'un trouble ou d'une maladie. Vraiment, cette idée, c'est un truc avec lequel je suis tout à fait d'accord. C'est un petit peu les extrémismes, d'accord? Il y a eu le courant de la neurodiversité, qui est un courant qui est évidemment très important de mettre en évidence le fait qu'on ne fonctionne pas tous de la même façon et qu'on doit avoir une reconnaissance du fonctionnement des gens. Il n'y a aucun problème avec ça. Et puis, il y a une toute petite fraction de cette partie-là qui va un peu plus loin et qui vous dit que ce sont des forces, vraiment. Il n'y a pas... J'ai un TDAH, mais je n'ai pas de problème. Ben alors, tu n'as pas de TDAH. Enfin, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le fait simplement d'avoir un trouble, c'est que ça impacte le quotidien, donc c'est forcément ça. Et qu'il ne faut pas tout remettre dans le même paquet, encore une fois. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez un TDAH ou n'importe quel autre trouble que vous n'avez pas des forces à côté. Et donc, vous peut-être mieux valoriser ces forces à côté et de vous dire, ok, vous avez un TDAH, mais c'est rien, c'est pas grave, vous avez ça, ok, mais on va se miser sur les forces, sur votre fonctionnement, et on va tirer dessus très fort pour que le TDAH, au final, il soit là, mais il impacte moins. Ça, sinon, c'est comme dire que les gens qui n'ont pas de trouble n'ont pas de force, hein. En faisant un grand gap. Ben non, en fait, le truc aussi, c'est qu'il faut considérer la personne avec un TDAH, avec un trouble. Ok, mais c'est une personne. Et on part de la personne, on part pas du TDAH ou du trouble. Il faut remettre les choses un petit peu à leur place, quoi. Ouais. Ça, c'est vrai que je pense que c'est important, c'est de dissocier les deux, quoi. Oui, vous avez un TDAH, ça ne va pas vous empêcher de réussir votre vie, mais sachez que quand même, pour certaines choses, ça va être plus difficile, quoi. C'est comme ça, c'est un trouble, ça impacte. Par contre, vous avez des forces à côté. Et ces forces-là, ben, c'est le rôle aussi des professionnels de les faire sortir et de vous dire, vous voyez, ça marche super bien, vous allez l'utiliser. Et c'est grâce à ça, en fait, que vous allez vous en sortir. C'est parce que vous êtes fort là. Et ce n'est pas le TDAH forcément qui a créé ça. C'était déjà sans doute présent et vous en avez fait une force dans le temps. Donc, ouais. Et puis chaque être humain a ses forces, a ses petites difficultés. On n'est pas dans la question du trouble. Voilà. On est dans la question des forces et des faiblesses de chaque être humain en fonction de leur expérience, de leur bagage génétique au cours de leur vie.
Bien, donc là, on a déjà fait un bon tour justement sur cette question des troubles neurodéveloppementaux, des aspects un peu plus, je vais dire, théoriques et des découvertes au travers de ces troubles-là. Et donc, je propose qu'on passe à la deuxième partie de l'interview, vraiment sur les aspects de conseil. D'accord? Mhm. Donc, on va profiter effectivement que tu sois vraiment orienté sur les adultes, ce qui est quand même, ben, on le sait, hein, dans le domaine des psychologues spécialisés en neuropsychologie, qui, en tout cas dans les TND spécifiquement, n'est pas la chose la plus répandue. Hein. Donc, Mhm. super. Et donc, l'idée, c'est qu'on va vraiment essayer de profiter de ton expertise pour avoir les conseils spécifiques aux adultes, aux proches et, évidemment, on en a parlé juste avant, aux entreprises. Mhm. C'est-à-dire, peut-être, ben, on va décortiquer, hein, c'est si tu avais un conseil à donner à un adulte qui a un trouble neurodéveloppemental aujourd'hui, ça serait vraiment lequel? Alors, sur une personne qui a déjà reçu un diagnostic, le conseil que je donne tout le temps, tout le temps, tout le temps, outre les conseils s'il y a besoin de rencontrer un médecin, on est d'accord, ça va être de s'informer. Comme ils veulent, mais de s'informer, de devenir expert de leur trouble. Alors moi, pour ça, je donne des sites, je donne des bouquins, je donne des trucs gratuits, des bouquins donc payants, mais il faut s'informer. C'est le seul et unique conseil le plus important qu'ils auraient bénéfice à suivre. Ok. Donc, bien rappeler quand même, effectivement, tu vas les orienter vers ça, parce que t'informer à tort et à travers, ça peut être un peu, un peu dangereux. Bah, notamment enfin, les groupes Facebook, tout ça, des fois, C'est ça peut ça. être... Mm. donc, effectivement, mais ouais, c'est vraiment cette idée de devenir expert de son propre C'est trouble. ça. Et l'idée, ça va être de les guider pour atteindre cette expertise. On ne leur dit pas, allez vous former. Non, on va les guider dans cette expertise. Et donc, on va pouvoir faire des séances de psychoéducation. L'éducation thérapeutique en France, voilà, on n'en parle pas, il faut avoir un diplôme particulier, mais on peut parler d'éducation thérapeutique, je pense. Je l'entends au sens où on va informer, donner de l'information sur le trouble, comment ça fonctionne au niveau cérébral, comment ça fonctionne au niveau des neurotransmetteurs dans le cerveau et en termes de comportement. Oui, donc à des niveaux biologiques, à des niveaux cognitifs, à un niveau comportemental, pour bien qu'ils comprennent comment ça marche. Ça, c'est la première étape de la psychoéducation. La deuxième, ça va être de faire du lien entre le fonctionnement qu'on vient d'expliquer et le fonctionnement de la personne. Ok, tu n'arrêtes pas de couper la parole. Est-ce que ça peut être expliqué par tel trouble, par le trouble dont tu souffres, et dans quelle mesure? Donc, on fait vraiment ce lien-là qui est hyper important. D'accord? Et donc ça fait partie de la psychoéducation. Et une fois que lui est bien formé, alors après, en parallèle, voilà, on forme le conjoint, la conjointe. S'il y a les enfants et qui sont disposés, on forme les enfants. Les proches, ça peut être le meilleur pote, BBF, tout ça. On fait des petites séances à plusieurs. C'est vraiment très, très, très efficace. Très efficace. Et puis, on forme aussi, si ça existe, les collaborateurs de travail. Le patron, le collègue de travail, l'équipe dans laquelle il tourne, pour pouvoir informer toujours les personnes avec de l'information de qualité, évidemment. Ouais. D'ailleurs, tu veux un deuxième placement de produit, comme ça, vous le saurez. Le 29 mars, on fait des conférences experts sur Genetsi, en lien avec Genetsi Lab, et c'est Corinne Dobioseac qui vient intervenir spécifiquement sur justement la place du patient dans sa prise en charge. Donc vraiment cette idée d'investir le patient dans sa propre prise en charge pour qu'il devienne un patient expert. Et Corinne Dobioseac est spécialisée justement dans l'éducation thérapeutique notamment, et donc on l'a fait venir pour intervenir sur ce sujet-là en particulier. Donc le 29 mars 18h30, vous pouvez déjà noter la date, je le rappellerai aussi en dessous comme ça, vous savez. Donc, tu disais effectivement d'informer, que ce soit Ouais. le patient, que ce soit son entourage ou les aspects collègues de travail. Est-ce que tu as des recommandations, des conseils spécifiques justement pour l'entourage ou pour le travail, où tu garderais cette idée qu'il y a c'est le conseil qu'il faut et celui-là, il ne faut pas le changer, quoi. C'est une grosse mission pour les gens, alors pour la personne qui consulte et pour son entourage, c'est une grosse mission de se former. C'est vraiment quelque chose, il va falloir le séquencer étape par étape. C'est un truc énorme qu'ils vont devoir faire s'ils sont réellement motivés à mieux gérer leurs troubles au quotidien. Du coup, c'était quoi la question? Un décrochage en cours de route. Non, je disais, est-ce que tu as d'autres conseils, peut-être spécifiquement Ok. pour toi, spécifiquement pour les entreprises? Là, c'est la question, c'est la fameuse réponse de psy, c'est ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Ça dépend quel est le problème en entreprise.
Ça dépend qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce que le patron attend, qu'est-ce que le patron a comme gêne, qu'est-ce que son salarié a comme... Ça dépend des cas. C'est chiant comme réponse, ça. Hein. Je dis ça parce qu'hier, effectivement, je faisais un live question-réponse sur la page Facebook et justement, une personne me disait, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans une entreprise quand on a un TDAH, qu'on est adulte, qu'est-ce que je peux mettre en place? J'ai eu la même réponse, en fait. C'est-à-dire... Oui, faut prendre le truc dans l'autre sens. Il Voilà. faut partir de la personne. On part toujours de la personne. Donc, la question, ce serait, OK, je suis le patron de Sébastien qui a un autisme et on l'a embauché. Sébastien, il n'arrête pas de faire du flapping dès qu'il voit rentrer son collaborateur, parce qu'il est très content de le voir, visiblement. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que, genre, c'est pas du tout adapté en open space. Les gens le regardent comme ça et le traitent de fou. Donc là, par exemple, sur ce cas précis, et le patron et Sébastien sont d'accord pour dire que ça peut être un problème, ou en tout cas c'est gênant, on va travailler là-dessus. Analyse fonctionnelle. Pourquoi est-ce que Seb flappe? Est-ce que c'est vraiment parce qu'il est content par rapport à quelque chose? Quelle est cette chose? D'accord? Et on ne va pas forcément supprimer le flapping. Hein. Et je parle là de flapping, mais le flapping existe aussi chez les adultes. Hein. C'est juste que souvent, ils arrivent mieux à inhiber. Mais ça existe. Hein. Moi, j'en vois qui flappent devant ma porte. Ce n'est pas anodin. Du coup, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Analyse fonctionnelle. L'analyse fonctionnelle, c'est la grosse carte pour le psychologue qui accompagne les personnes. Il faut comprendre le comportement pour savoir à quoi il sert. Si on ne sait pas à quoi il sert, si tu flappes pour diminuer de l'anxiété et que je t'enlève le flapping, bah, le patron, il va me rappeler, il va me dire, ouais, bah, Madame Moulin, c'est quoi vos conseils à la con, quoi. Et ça, c'est valable quel que soit l'âge, quel que soit le... Alors, pas quel que soit l'âge, mais sur les adultes, c'est bien valable. Je ne dis pas quel que soit l'âge, parce que, par exemple, sur les enfants autistes, le premier truc, c'est avec le moyen de communication. On se calme. Sur les adultes, vraiment, l'information, la compréhension d'un comportement particulier qui va gêner doit être analysée en analyse fonctionnelle. Et on part de là, on part de la personne. Et on ne part pas de qu'est-ce qu'on fait dans le quotidien pour améliorer tout ça. Et puis, en plus, c'est genre hyper challenge, quoi. Enfin... Comment améliorer la vie de mon patient? Précis comme question. Voilà, c'est comme le soir, qu'est-ce qu'on fait à manger? C'est vrai qu'il y a cette question-là, et de même, quand vous avez les aspects cognitifs qui rentrent en jeu, donc il y a ces aspects aussi, il y a tout le domaine de l'ergonomie cognitive qui peut aussi être en lien sur justement l'adaptation éventuelle de postes de travail, mais encore une fois, ça dépend du patient. Si on fait la même chose avec les aménagements scolaires, vous avez exactement le même regard. Ce n'est pas le TDAH qu'on prend en charge en aménagement scolaire, c'est les difficultés rencontrées en classe. Et que si vous avez 2 élèves TDAH, potentiellement, ils ne présentent pas les mêmes problèmes. Donc, vous ne mettez pas l'aménagement type TDAH, vous mettez l'aménagement qui est utile, fonctionnel pour votre élève en particulier. Ça, c'est vraiment les points les plus indispensables à vraiment avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas de recette toute faite. Ouais, c'est exactement ça. Et je pense que c'est quelque chose qui, moi, ce que je ressens, c'est que le fait qu'il n'y a pas de systématique, mais comme pour les bilans, hein, et qu'on doit se centrer sur la personne et faire en fonction de la personne, eh bien, il y en a beaucoup, j'ai l'impression, qui ont l'impression que c'est difficile. Alors que moi, mon point de vue est différent. Je trouve que c'est d'autant plus facile de partir de la personne et de travailler à partir d'elle plutôt que de balancer un bilan type ou une prise en charge type, sachant qu'une des pires, c'est de mettre quelqu'un devant un ordi pour dire « Allez, augmente tes capacités cognitives. Je vais boire un café. » Ça ne marche pas comme ça. Ça serait bien. Ça serait facile. On aurait moins de boulot. Mais ça serait bien. Mais c'est pas... Enfin, en tout cas, à l'heure actuelle, les papiers, ils disent pas ça, quoi. Ça serait moins stimulant pour nous aussi. Moi, on fera autre chose. Ok, ça marche. Donc vraiment partir de la personne. Je pense que c'est vraiment le conseil important à avoir, c'est partir de la personne. D'ailleurs, ça me fait penser, ça peut être intéressant pour éventuellement les professionnels qui sont là. Mais est-ce que tu as des outils justement sur les aspects fonctionnels, justement l'analyse des difficultés fonctionnelles des patients, pour voir comment les aider? Parce que je vois un petit sac au greffe derrière toi. Et si je ne me trompe pas, il existe des échelles ou quelque chose comme ça pour justement les aspects fonctionnels, les difficultés fonctionnelles au quotidien. Oui.
il existe des trucs, donc notamment la mini CIF app qui permet de voir un petit peu comment est impacté le fonctionnement. Ce sont des outils qui vont être des éléments complémentaires à nos analyses cliniques. C'est toujours en complément, ça fait pas, un outil ne fait pas tout. Moi, j'allais partir surtout sur l'aspect, donc voilà, analyser le comportement sur la TCC. Alors, moi, je ne vais pas jusque-là. Je le fais en bilan parce que c'est nécessaire pour le différentiel. D'accord. Mais je ne vais pas jusqu'à une analyse fonctionnelle assez fine pour pouvoir faire de la prise en charge, etc. Ça, moi, je laisse aux autres qui le font, en tout cas les collaborateurs que j'ai bien mieux que moi. Mais dans l'idée, théoriquement, ce serait de faire une analyse fonctionnelle comme on fait en TCC, d'accord, pour ensuite mieux comprendre le comportement. Et à partir de là, vous avez un petit peu toutes les solutions, ou du moins un panel de solutions à essayer pour améliorer le point que vous avez décidé d'améliorer. Donc en fait, TCC. Et pareil, la psychoéducation, c'est de la TCC. Je ne sors pas ça de mon chapeau. C'est tout basé sur l'expérience que j'ai en TCC. Donc à l'Université de Savoie, on a un petit cursus TCC avec le professeur Martine Bouvard. Ensuite, j'ai fait le DU TCC à Dicto. Et c'est de là, alors c'est pas foufou, il y en a plein qui le savent avant moi et qui le font bien mieux que moi, etc. Mais ouais, on informe les gens quand on fait de la psychiatrie. Informons les gens en TND. Oh, miracle, il y a aussi des papiers qui disent qu'on peut le faire parce que ça marche bien. Voilà. Il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui sont indispensables. Ouais. Allons-y. Pour le coup, allons-y là. Ça sent la détresse. Ça sent, t'es vraiment au bout, quoi. C'est vraiment... c'est bon. Donc voilà. Bien, mais écoute, on arrive doucement à la fin de l'interview. Avec l'idée, ce que je propose à tous les intervenants, c'est est-ce que tu as des recommandations? Un livre, par exemple, ou une série, un lien, quelque chose comme ça important? Qu'est-ce que tu recommanderais de côté patient et aussi du côté professionnel pour justement en apprendre plus, à part ton livre, évidemment? J'allais même pas le sortir en plus. C'était méchant. Il est méchant. Alors, pour les adultes, pour quand on a une patientèle adulte, TND, TDAH, qu'on soit patient ou psychologue ou professionnel, je pense que le bouquin du docteur, pas professeur, je ne sais plus, docteur, Annick Vincent, Mon cerveau a encore besoin de lunettes, il faut l'avoir, le lire et le relire, tout comme le bouquin de Ramsey et collaborateurs qui s'appelle, on a un trou de mémoire, je vais devoir chercher sur Internet, le bouquin de Ramsey qui est vert et blanc, qui parle de tout un tas de stratégies pour essayer de compenser le TDAH. Donc évidemment, on ne met pas tout en place, de toute façon il y en a 300, après l'analyse fonctionnelle, on réfléchit avec le patient. Mais donc c'est ce bouquin de J. Ramsey. Mieux comprendre le TDAH à l'âge adulte? Merci, je crois que c'est ça, c'est un bouquin vert clair et blanc, assez épais. Ensuite, en série télé, tu vas parler de série télé? Non, j'en ai pas. Pour le plaisir, Dr House, évidemment. Il y a la série Diagnosis sur Netflix qui est très intéressante. Alors, c'est pas du TND, c'est du médical, mais c'est très, très intéressant. Comment ça s'appelle? La série avec, sur un chirurgien autiste. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elle est aussi très intéressante. Je trouve, je regardais que les premiers épisodes. Good Doctor, j'ai trouvé que la symptomatologie de l'autisme était pas mal illustrée au travers de l'acteur. Après, c'est de l'autisme sans déficience. C'est pas mal. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a plusieurs vidéos de patients qui ont un syndrome de Gilles de la Tourette sur YouTube, des témoignages. Je trouve ça extrêmement indispensable pour les professionnels qui ont un intérêt pour ça. Il faut regarder ces vidéos. Donc ça, c'est aussi très intéressant. C'était quoi la question? Tu avais des recommandations, livres, séries? Oui. Pour les autistes, les personnes avec autisme, il y a le bouquin « L'enfant autiste décrypté » de Lynn Gascon et collaborateurs. C'est un bouquin qui est pour les parents, pour leur enfant avec autisme. Mais franchement, si vous avez un proche adulte autiste ou si vous êtes vous-même avec autisme, lisez-le, ça explique super clairement plein de choses. Je recommande vraiment pour les adultes. Après, il y a Si
je ne l'arrête pas, elle va nous en sortir. Ah bah oui, il y en a un autre pour les autistes. Il y a le guide du syndrome d'Asperger de Hatwood. Ça, c'est obligatoire pour les pros, mais aussi pour les personnes qui sont patients. Sans déficience intellectuelle, je pense, avec déficience que je n'ai pas testé, je ne sais pas si c'est accessible pour eux, mais en tout cas, sans déficience intellectuelle, le syndrome d'Asperger, le guide de Hatwood, obligatoire. Pour tic, Tourette, il y a le bouquin de Francine Lucier sur tic, Tourette, crise explosive. La symptomatologie est la même, hein, donc on peut le lire aussi si on a un adulte, d'accord? C'est juste la manifestation des critères diagnostiques qui va être différente en intensité, en fonction de l'environnement et tout, mais les critères sont les mêmes. On a les éléments de compréhension aussi là-dedans quand on est un adulte. J'arrête. Non, mais si tu en as encore, n'hésite pas. Le but, de toute façon, c'est qu'on renseigne un maximum, donc si tu en as, tu peux. Hein. Il n'y a pas de... Regarde. Non, mais quand même pas mal. Parce que vraiment, le fait de se dire qu'il faut se former, il ne faut pas s'en faire une montagne, mais c'est quelque chose qui a vraiment de l'importance et qui est compliqué à faire. Hein. Nous, on met plus de 5 ans à comprendre les TND. Donc, il faut imaginer une personne qui a un trouble, qui découvre qu'il a un trouble, qui reçoit un diagnostic, qui a fait un processus diag et qui maintenant doit se plonger à fond dans son trouble. Il faut accompagner, il faut prendre du temps, il faut prendre toute cette dimension en place. Donc là, les quelques bouquins que je vous ai proposés, c'est largement suffisant vu tout le boulot qu'il y a. Sur le HPI, on peut en parler un petit peu, ce n'est pas un trouble, c'est un état, mais pour les personnes chez qui on estimerait que la psychoéducation, ce serait intéressant, il y a le bouquin « Le haut potentiel en question » qui est pour moi, à voir le bouquin de Govrit et de Madame qui va sortir prochainement, mais pour moi, le haut potentiel en question, c'est le seul bouquin de référence à lire et à avoir sur le haut potentiel. Pour moi, il n'y a que celui-là de valable actuellement, désolé. Mais... Après, oui, celui de Nathalie Claubert et de Nicolas Gauvry qui sort. Je crois qu'il n'est pas sorti, mais prochain. Voilà. Ouais. Là, il va y avoir psychologie du haut potentiel. Donc ça va être très intéressant. Après, il y a tous les bouquins sur les troubles comorbides qui peuvent être intéressants. Les bouquins de Laurent Carilla sur les addictions. Je pense que quand on travaille sur le TDAH à partir de l'adolescence, il va falloir informer les parents que les troubles des consommations et des conduites, c'est des comorbidités fréquentes. Chez les adultes, pareil, ils ne viennent pas déjà avec. Je me rappelle d'un patient à toi qui avait certaines comorbidités de troubles des addictions sexuelles. C'était assez intense. Donc, il faut être formé à ça. Hein. Le diagnostic du TND, j'en ai encore pour 20 minutes si tu ne m'arrêtes pas. Les psychologues qui vont vers des bilans sur le diagnostic du TND, ce n'est pas juste comme ça. Je dis ça parce que sur un groupe Facebook, j'ai vu hier, j'ai un patient adulte avec une suspicion de TDAH. D'habitude, je vois que des personnes vieilles, troubles neurodégénératifs. Qu'est-ce que je fais comme bilan? Non, je suis désolée, mais c'est pas possible. C'est pas juste, allez, aujourd'hui, j'évalue un TND. Non, non. C'est comme si un gars qui est médecin généraliste dit, allez, aujourd'hui, je vais traiter un cancer. Ah, c'est ça. Non, c'est beaucoup plus complexe, bordel. C'est-à-dire que s'il y a bien un message et un outil que les psychologues ont à leur disposition, en fait, n'importe quel professionnel, en fait, c'est réorienter. Réorienter. C'est un peu ça, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas compétent, moi par exemple j'ai une personne âgée avec une suspicion de démence qui vient, je la prends pas, je réoriente direct, je me pose même pas la question. Je vous avoue, moi même s'il y a des suspicions haut potentiel, je les prends pas parce que je me sens pas assez compétent dans ce domaine-là et c'est pas un domaine qui t'attire. Ouais, vraiment, c'est pas un truc qui me passionne et j'ai pas envie d'investir du temps et de la compréhension de manière extrêmement approfondie, comme je peux le faire avec le TDAH, dans le haut potentiel intellectuel. Je vois à quoi ça ressemble, ok, mais je suis pas la personne compétente dans ce domaine-là, donc forcément, je vais réorienter. C'est clair, c'est réorientation. Et si vraiment, parce que ça arrive que certains professionnels se disent, oui, mais autour, il n'y a personne. Alors en Belgique, moins, parce qu'au final, on est tous très concentrés à un moment. Le pays est tout petit, donc voilà. Par contre, en France, c'est clair qu'il y a des cas où, à 50 km à la ronde, il n'y a personne vers qui réorienter. Donc, il y a la téléconsultation maintenant, hein. La psychoéducation. Et au besoin, faites-vous superviser sur des cas en particulier. Enfin, Maëva le sait, parce qu'elle me supervise d'ailleurs sur certains cas. La question, c'est pas une question d'années de pratique, c'est une question que vous allez être confronté à chaque fois à des questionnements à un moment donné et que l'intervision est quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est-à-dire vous parlez à des professionnels du même niveau que vous, avec qui vous avez fait vos études, vous échangez sur certains cas, et c'est chouette.
Et après, vous avez le cas d'aller demander à de l'expertise à un moment donné. Quel que soit votre niveau, quelles que soient les années que vous avez passées à, à pratiquer, gardez cette supervision par des professionnels qui ont encore plus d'expertise que vous. Ah bah, clairement. Enfin, Moi, je le fais depuis que je suis en M1, je suis supervisée. Et je ne pourrais pas m'en passer. Bon, là, j'ai été lâchement abandonnée par ma superviseuse, qui était ma superviseuse depuis 2013. Bon, j'ai trouvé un autre superviseur, et je vais me la péter. Non, le professeur Arnaud Roy maintenant me supervise. J'en suis très, très satisfaite. Mais je ne pourrais pas me passer de supervision. Seb me supervise sur des cas particuliers liés au TDAH. Je vois pas, en fait, moi personnellement, je ne vois pas comment je pourrais fonctionner dans mon travail sans être supervisée. Mais c'est que mon avis. Ok. On s'arrête? Bon, on arrive à la fin. On fait pas 12 heures de live là? Ouais. Si, on y va? Je vais te laisser le mot de la fin. C'était un commentaire, une note personnelle, quelque chose en plus à rajouter par rapport à ces notions justement de troubles neurodéveloppementaux, quelque chose que tu veux vraiment faire passer comme message qu'on n'a pas cette interview. Moi, mon truc et ma passion, c'est vraiment les troubles du neurodéveloppement chez l'adulte avec ce différentiel. J'aimerais bien que les personnes qui nous écouteraient, notamment les professionnels, mais aussi les personnes qui ne sont pas professionnelles, comprennent que l'évaluation des TND chez l'adulte, donc les diagnostics tardifs, c'est d'une grande complexité et que ça ne se fait pas comme ça facilement. Il faut être formé, mais c'est valable pour tous les domaines de la psychologie et au-delà. Il faut se former régulièrement et c'est uniquement de cette manière qu'on limitera le nombre de diagnostics tardifs, qu'on diagnostiquera mieux dans l'enfance et qu'on permettra d'avoir une vie beaucoup plus agréable qui tendra au mieux vers les objectifs des personnes où elles pourront atteindre plus facilement, plus aisément certains objectifs de vie, certains projets. C'est une des manières sur laquelle on a la main en tant que professionnel, en tant que psychologue, pour aider au mieux ces personnes. Et personnellement, pour l'avoir vécu, le fait de ne pas avoir, quand je suis sortie de l'équipe de France, le fait de ne pas avoir de diagnostic sur le fait que j'avais vraiment besoin de faire du sport, et que personne me dise que ça pouvait m'arriver de faire attention, que ça pouvait engendrer par exemple de la dépression, et ben ça m'a vraiment pas aidée et j'ai mis beaucoup plus de temps à me sortir du sport de haut niveau parce que j'étais pas accompagnée et il aurait juste fallu me dire, bah tu vois, quand tu fais du sport tous les jours pendant 8 heures et que d'un seul coup tu ne peux plus en faire, ça peut amener quelques problématiques comme de l'addiction au sport. Mais personne ne me l'a expliqué, personne m'en a parlé et si on me l'avait dit, ça ne m'aurait pas pris 5 ans pour le comprendre et pour agir positivement sur ce problème-là. Donc, pour l'avoir vécu et pour écouter les personnes qui me consultent au quotidien, putain, les psychologues, on a une chose à faire, se former. Il y a des formations qui existent. Et moi, c'est une des raisons aussi qui m'a poussée à écrire mon bouquin qui parle du diagnostic et du diagnostic différentiel des troubles du neurodéveloppement chez l'adulte. Ça n'existe pas en français. C'est aussi pour ça que je l'écris. Ok. Et en tout cas, un tout grand merci à toi d'avoir participé à cette interview. Je vais mettre plein d'informations forcément, parce que comme on est parti dans tous les sens, ben, il y aura plein de choses juste ici en dessous de la vidéo. Et donc, on se retrouve tout bientôt pour d'autres interviews. Sachez d'ailleurs qu'on va passer sur un mode aussi avec des parents, des enseignants. Ce ne sera pas tout à fait le même format, on va faire quelque chose de plus condensé, mais vraiment avec l'idée de patients, parents et d'enseignants qui vont venir justement nous expliquer leur vision du TDAH et à quel point soit ça retentit ou alors surtout quels sont les outils qu'ils ont trouvés au quotidien pour apprendre à gérer le TDAH. Donc je vous dis à tout bientôt et donc on se retrouve sur la page YouTube. N'hésitez pas à suivre la page Facebook également. Génépsy, n'oubliez pas, nous sommes là aussi pour les professionnels. Donc on se retrouve tout bientôt. Ciao.